Voici Chloé et son bébé Eva. L'enfant est né il y a seulement quelques jours. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était très attendue. C'était en fin d'après-midi, je commence à avoir 2 contractions bien plus fortes que d'habitude. Donc j'ai appelé la maternité qui connaissait mon dossier et tout. Donc ils m'ont dit prenez en gros un Doliprane, un Spasson. Par contre si ça passe pas au bout d'1 heure, vous venez. Donc là j'ai appelé mon mari. Je suis venu ici, et quand je suis venu ici, qu'elle commençait à me bouger bizarrement, je me suis dit on va peut-être y aller. J'ai eu la péridurale directe et j'ai accouché 3 heures après. C'est dingue par rapport à tout ce qu'on a vécu. L'accouchement de rêve, quoi. Avec son mari Lionel, Chloé a longtemps dû lutter contre l'infertilité. Elle souffre d'endométriose, une maladie qui affecte son utérus. Pour elle, tomber enceinte était donc très compliqué. Alors la naissance d'Eva, c'est l'aboutissement d'un long combat, un véritable petit miracle. C'est fini, mais ça restera là, c'est clair. Ça restera quand même une sacrée épreuve qu'on n'oublie pas. On dit souvent qu'on oublie tout quand ils sont là et moi je trouve pas. Je trouve qu'on réalise la chance qu'on a, mais on n'oublie pas la douleur que ça a été pendant le parcours. Mais on est fiers, quoi. On est fiers de ne pas avoir lâché le morceau, c'est surtout ça. C'est des parcours qui sont tellement durs que ça vous forge. Pour Chloé et Lionel, l'aventure se termine bien. Malgré un parcours semé d'embûches, ils sont aujourd'hui d'heureux jeunes parents. Comme eux, près d'un quart des couples français a du mal à avoir un enfant, des chiffres en constante augmentation. Perturbateurs endocriniens, maladies, grossesse tardive, les raisons sont multiples. Mais le constat est toujours le même, une souffrance pour des parents en mal d'enfants. Face à cette réalité, la médecine fait de grands progrès. Les traitements pour tomber enceinte se multiplient. La PMA, la procréation médicalement assistée, permet chaque année la naissance de 5 millions de bébés, même si l'attente est parfois très longue. Alors d'abord 5 stimulations, 6 inséminations et même pas un test de grossesse positif, rien du tout, et ça faisait 5 ans et toujours rien. Pour ces couples qui attendent un miracle, le parcours oscille constamment entre grande joie et douleur. Faudrait réessayer un autre traitement pour rendre meilleure en fait la paroi de l'utérus. Encore un long parcours. Avoir un enfant grâce à la médecine reste encore aujourd'hui tabou pour de nombreux Français. Beaucoup refusent même d'en parler à visage découvert. Qu'on dise blanc ou noir, il y a toujours un jugement. Donc, j'ai pas à m'expliquer auprès des autres, c'est ma vie. Voilà. C'est ma vie. En France, les lois sont très strictes face au désir d'enfant. Alors certains n'hésitent plus à franchir les frontières pour atteindre leurs rêves à destination de pays aux lois moins restrictives. Un véritable business de la procréation qui fait le bonheur de centaines de cliniques privées à travers le monde. Notre avantage, effectivement, c'est le prix. Un marché lucratif dans lequel les dérives sont malheureusement inévitables. La marchandisation est sans limite, elle existe, elle est en cours, elle est à l'œuvre. Si la PMA s'adresse aux femmes pouvant porter un enfant, pour les autres et les couples homosexuels, il existe la solution de la GPA, la gestation pour autrui. Interdite en France, elle pousse de nombreux Français à faire appel à des mères porteuses dans le monde entier, l'Amérique du Nord en tête. On a affaire à un pays qui est aussi développé que le nôtre. On avait quand même cette démarche éthique quand même. Ouais, on voulait pas faire n'importe quoi. Mais pour ceux qui ont choisi des destinations moins compatibles avec la réglementation française, la GPA peut vite se transformer en cauchemar. J'avais le cœur déchiré en deux parce que je me disais, bon sang, on va bien réussir à rentrer, quoi. Portrait de ces couples, prêts à tout pour un bébé. Fronsac, son vignoble, son église du XIIe siècle. Cette commune d'environ 1300 habitants se situe à 40 km au nord de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. C'est ici que vivent Séverine, 41 ans, et Gwendal, 42 ans. Pour ce couple, cette journée est un peu particulière. Séverine va subir une insémination, un transfert, une tentative de lui implanter un embryon. Pièce d'identité. Attends, je crois que je l'ai dans mon portefeuille, je vérifie.
J'ai la tienne. T'as la mienne, ouais. Ouais, ça c'est le genre de truc qu'il ne faut pas oublier parce que si on n'a pas la pièce d'identité, il n'y a pas de transfert. Le transfert aura lieu ici, à la polyclinique Jean Vilar, à Bruges, commune limitrophe de Bordeaux. Ici se trouve l'un des plus grands centres de France spécialisés dans la procréation. En 2017, 1200 PMA ont été exécutés dans cet établissement. Parmi les professionnels qui ont la lourde tâche de créer des bébés, Stéphane, technicien de laboratoire. C'est lui qui a la responsabilité de l'embryon de Séverine et Gwendal, une cellule pour le moment congelée qu'il va falloir ramener à la vie, une opération délicate. L'étape la plus critique, c'est le réchauffement quand on la met dans la première goutte, tout au début. Il y aura 4 bains en tout, le fruit d'un travail de laboratoire particulièrement fragile et minutieux. Pour comprendre d'où vient cet embryon, reprenons depuis le début. Pour faire un enfant, il faut qu'un des spermatozoïdes d'un homme rencontre l'ovule d'une femme. Le tout se fait naturellement dans un utérus. Dans le cas de la PMA, cette action est forcée et réalisée par des mains humaines. Les spermatozoïdes et les ovocytes, qui donneront plus tard un ovule, sont prélevés chez le couple. Après, soit on laisse le spermatozoïde et l'ovule se rencontrer seuls, on appelle ça une fécondation in vitro classique, une FIV, soit un technicien fait rentrer à l'aide d'une seringue le spermatozoïde dans l'ovule pour le féconder. On parle alors de FIV ICSI pour injection cytoplasmique. C'est précisément la technique qui est utilisée pour créer l'embryon de Séverine et Gwendal, dont la qualité des spermatozoïdes est scrupuleusement examinée. Voilà, donc on va les vérifier au microscope, la densité des spermatozoïdes. Vous avez les spermatozoïdes là. Les points noirs sont les spermatozoïdes. Et du coup, je vais vous montrer donc l'ovocyte en lui-même. Voilà l'ovocyte. Une fois l'ovocyte inséminé, Stéphane attendra 18 heures avant de regarder s'il est fécondé. La responsable du laboratoire, Alexandra Chiron, nous montre les différents stades de la naissance de l'embryon par la rencontre du spermatozoïde et de l'ovocyte ou ovule. Alors c'est un système d'incubation, donc on met nos ovocytes fécondés dans les cuves et cette étuve a des caméras qui sont disposées dans chaque chambre, ce qui nous permet de voir l'évolution des ovocytes. Donc là on est au stade embryonnaire, 2 cellules, qui va passer ensuite en 3-4 cellules. Voilà, donc là on est au 2e jour de développement. Puis ensuite l'embryon va se diviser en 8 cellules, on le voit donc au 3e jour de développement. Ensuite les cellules vont fusionner et donneront le fœtus. Quand la fusion a fonctionné, un fœtus appelé aussi embryon voit le jour. L'embryon de Séverine et Gwendal est donc issu d'une FIV ICSI. Il a été congelé et aujourd'hui, c'est le grand jour. Il va être implanté dans l'utérus de Séverine. Et l'impatience se fait sentir. On attend le coup de fil du labo parce que c'est le médecin du laboratoire qui vérifie après dévitrification ou décongélation si l'embryon a toujours un bon aspect et s'il a suffisamment, il est suffisamment régulier pour être implanté et pour avoir des chances de s'implanter et de se développer. Donc en général, ils appellent le matin entre 8h30 et 9h30. Et c'est vrai que parfois, c'est déjà arrivé que j'ai des appels à 8h30 et du coup, je me disais, bon, s'ils appellent tout de suite, c'est que c'est bon. Et ce matin, à 9h, j'avais toujours pas d'appel, donc j'étais un peu plus angoissée en me disant, s'ils m'ont pas appelé la première, ça veut dire que peut-être ça n'a pas tenu à la décongélation. Mais si, ça va. Donc c'était la bonne nouvelle ce matin. Mais c'est vrai que c'est toujours l'attente jusqu'au dernier moment. Le fait de savoir qu'on a un embryon qui se développe mais en dehors de notre corps, c'est un peu surprenant et en fait finalement on se dit le mieux ce sera qu'il soit quand il sera dans mon ventre et qu'il aura retrouvé sa place. Parce que là, savoir qu'on a potentiellement un petit bébé qui est dans une éprouvette, on se dit qu'il faut vite qu'il revienne là où il doit être. Donc oui, il y a une espèce d'impatience à ce que ce soit fait et à ce que ça prenne
que ça reprenne son chemin normal, son chemin naturel, on va dire. Allez, c'est parti. Le docteur Xenia Lechat est médecin gynécologue et spécialiste reconnu de la procréation médicalement assistée. C'est elle qui dirige le traitement de Séverine et Gwendal. Allez, venez avec moi. On va s'installer. Donc, le docteur Abergel qui va m'aider pour l'éco-guidage, d'accord? Donc, l'idée, est-ce que vous voulez qu'on regarde un petit peu comment vous allez être installés? Oui. Bon, c'est parfait. On est bon, alors. Stéphane? Vous avez parlé? Oui, je vais m'installer en Éric pour Madame Séverine. Ok, pour Madame Séverine en Éric. Mais pas le temps de vraiment discuter. Donc là, je prends l'embryon de la patiente. Il faut procéder au plus vite à l'insémination. L'embryon, maintenant décongelé, doit rester le moins longtemps possible à moins de 37 degrés, la température du corps humain. Voilà, l'embryon est dans le cathéter. Et là, donc, on va rejoindre la patiente dans le box de transfert. L'insémination est ensuite assez simple. Avec un cathéter, le médecin va insérer l'embryon dans l'utérus de Séverine. Respirez bien, voilà, le plus détendu. Vous voyez le cathé qui s'en va et on voit la petite bulle tout au fond. Là. Bienvenue chez toi. Un moment d'angoisse pour le couple, même si l'humour reste toujours la meilleure parade. On va récupérer donc l'ordonnance pour le test de grossesse que vous ferez maintenant dans 11 jours. D'accord, puisque c'est un embryon qui a déjà 6 jours. Et je vous ai fait une petite photo souvenir si vous voulez. Merci. Voilà. Merci. À peine quelques minutes plus tard, Séverine et Gwendal peuvent rentrer chez eux, plus unis que jamais et pleins d'espoir. C'est un moment hyper important. C'est un moment très simple, mais en même temps, c'est celui qui... Enfin, c'est comme une rencontre amoureuse. Hein. C'est parce que c'était le bon embryon, parce que l'utérus était prêt et parce que c'était le bon moment. Il peut y avoir un stress positif comme... Donc, c'est à nous d'être vigilants, de garder la tête froide, de les laisser vivre. L'équipe du docteur Lechat procède à plus de 1000 FIV par an. Elle le sait, chaque cas est bien différent. Seul point commun entre les couples en attente de bébé, l'espoir. L'équipe de la clinique Jean Villard a même réalisé une étude sur ce point. Ça se joue en plusieurs fois, la NPI, en fait. On est obligé d'avoir des indicateurs parce qu'il faut quand même qu'on surveille notre travail. Et donc, on va souvent se focaliser sur des indicateurs techniques, c'est-à-dire en termes de résultats par tentative. Mais ce qui compte pour le couple, c'est l'obtention d'une grossesse. Donc, il faut des indicateurs longitudinaux en termes de parcours. En un an, on avait 47% des couples qui démarraient une grossesse qui serait suivie d'une naissance. Et ce qui était super beau dans cette enquête et qui était assez nouveau pour nous et qui nous a incité à développer notre accueil téléphonique et puis la saisie informatique de toutes les bonnes nouvelles, c'est qu'il y avait 6% de grossesses spontanées. C'est-à-dire que dans ces couples qui étaient suivis sur un an, donc on dépassait du coup les 50% de couples qui se retrouvaient avec cet enfant qu'ils attendaient. Et donc 6% parmi eux se débrouillaient tout seuls. Et c'est génial, c'est la seule spécialité où on adore que les gens nous échappent, quoi. Le combat de Séverine et Gwendal n'a pas été simple du tout. Dans leur jolie maison, le couple se remémore un parcours sinueux, rempli d'obstacles. On s'est mariés en 99 et en l'an 2000, on s'est dit qu'on avait envie d'avoir un petit bébé. Et c'était en avril 2000, quand j'ai arrêté ma pilule. Et j'étais persuadée que ça marcherait très très vite. Je me disais que ça allait marcher, bien sûr, puisque ma mère a eu tous les enfants qu'elle voulait et que dans la famille, ça marchait très très bien. Donc je n'avais aucun doute là-dessus. Et ben non, au bout de 6 mois, ça marchait pas. Donc j'y pensais pas spécialement, mais je me disais, je me commençais à me demander pourquoi. Je trouvais ça étonnant. Au bout d'un an, j'ai pris rendez-vous avec ma gynécologue. On a fait les premiers examens, mais
Il n'y avait rien qui semblait aller mal. Et au bout d'un an, elle nous a envoyés au centre FIV pour savoir exactement ce qui se passait parce qu'il n'y avait pas de raison à 24 ans de ne pas réussir à avoir d'enfant. Et là, on a commencé les premiers vrais examens. A priori, on n'a pas de contre-indication médicale, ni de... On n'a pas de problème avéré. On n'a pas de problème avéré, identifié pour faire des enfants. La plus grosse part des infertilités, c'est jusqu'à 25% des infertilités restent inexpliquées. On les appelle idiopathiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu obtenir d'explication malgré les explorations lancées. C'est-à-dire que ce n'est pas inconnu sans recherche, c'est inexpliqué avec les moyens, les explorations de routine. Parmi ces causes inexpliquées, certaines trouveront a posteriori des explications plus rares qu'on ne cherche pas en première intention ou qui sont difficilement accessibles avec les techniques de routine. Et certaines resteront inexpliquées. La médecine n'est pas une science exacte et la médecine de la reproduction peut-être encore moins pour l'instant. Pas d'explication, mais cela n'empêche pas de chercher des solutions à leur infertilité. Ils tentent différentes procédures, mais aucune ne leur apporte ce qu'ils attendent. Alors d'abord 5 stimulations, 6 inséminations, et ça ne marchait pas, et même pas un test de grossesse positif, rien du tout, et ça faisait 5 ans et toujours rien. Le constat est amer et injuste. L'infertilité fait partie de leur vie. Le couple a dû réfléchir à des solutions pour avoir un enfant. Une situation qui peut avoir de graves conséquences. Jérôme Jourdanet est psychologue spécialisé dans le suivi des couples victimes de l'infertilité. Selon lui, le mal d'enfant est une tragédie qui peut détruire des vies. Souvent, ça va être quelque chose d'un peu plus difficile pour les femmes qui, elles, vont avoir un retour sur leur propre vie de femme. Et moi, si en tant que femme, je n'arrive pas à avoir d'enfant un jour, qu'est-ce que ça peut... Est-ce que je suis vraiment une femme? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Donc il y a souvent aussi un sentiment d'injustice. Pourquoi elle y arrive? Pourquoi moi, j'y arrive pas? C'est vrai que ça peut être compliqué dans ces situations-là et on va avoir petit à petit certaines femmes qui vont se couper un peu de leur entourage, qui vont finir par éviter d'aller dans des réunions de famille, qui vont finir par éviter d'aller appeler tel ami qui vient d'accoucher. Donc c'est en soi assez grave quand même, puisque ça traduit souvent, en plus, une estime d'elle-même qui se dégrade. On les aimait beaucoup, nos amis, mais c'était un peu douloureux de voir une famille avec un enfant, puis 2 enfants, et nous toujours pas. Et même si on les aimait beaucoup, ça soulevait beaucoup de souffrance et ça nous rappelait à notre manque en fait. Les fêtes des mères, c'était horrible. La fête des mères, je l'appréhendais un mois avant. Je me disais, on arrive en mai. Allez, on y va. Enfin, c'est des trucs qui peuvent sembler tellement idiots, mais la fête des mères, c'est affreux quand on ne peut pas avoir d'enfants. C'est la journée où on a juste envie de s'enfermer chez soi, de fermer toutes les radios. Et ça, enfin, ceux qui sont mamans, facilement, c'est compliqué peut-être à comprendre ça, mais il y a des jours comme ça ou des périodes dans l'année qui sont très difficiles. Mais leur ténacité va finir par porter ses fruits, car Séverine et Gwendal ne vivent pas seuls dans cette grande maison. À leur côté, Élouan, Léopold et Marius, 3 enfants nés grâce à la PMA. Alors voilà, Élouan, c'est notre plus grand, notre premier-né. Paul, c'est notre deuxième. Voilà, il est en CE1, il a 7 ans. Alors Marius, c'est notre petit dernier. Il est en grande section de maternelle. Leur parcours, Séverine et Gwendal n'ont pas voulu le cacher à leurs enfants. Élouan, l'aîné, sait que son arrivée a été le résultat d'un long combat. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça a été compliqué pour vous de nous avoir, parce que déjà, moi, vous avez essayé plusieurs tentatives en 7 ans et ça n'avait pas marché. Aujourd'hui, Séverine et Gwendal sont donc à la tête d'une jolie famille, avec 3 enfants en pleine forme. Et ils ne comptent pas s'arrêter là. C'est pour cela qu'ils ont tenté une nouvelle FIV. Quelques jours après notre tournage, Séverine et Gwendal apprendront que le dernier transfert d'embryon n'a pas abouti à une grossesse.
Mais rien ne les arrête, ils comptent retenter l'aventure le plus vite possible. Si Séverine a réalisé tout son parcours en France, c'est qu'elle réunissait toutes les conditions légales pour y effectuer ses traitements. Elle forme avec Gwendal un couple hétérosexuel. Elle a moins de 43 ans, l'âge limite en France. Elle souffre d'une infertilité médicalement constatée. Le couple utilise ses propres spermatozoïdes et ovocytes. Il bénéficie également d'une prise en charge à 100% de la sécurité sociale. Mais tous les Français ne répondent pas à ces critères. Pour cela, pas d'autre choix que d'aller à l'étranger, où les règles sont moins restrictives. C'est le cas d'Élise, 43 ans, mais toute jeune maman. Elle témoigne anonymement, par peur du regard de ses proches. Son fils, c'est aujourd'hui toute sa vie. Quand on l'a posé sur moi, le reste c'était... Et j'en pleure encore, maman. Quand je le regarde, j'en pleure encore. Rien que se dire, voilà, je suis maman. Le mot maman, en fait, tout simplement. De toute façon, rien qu'à le regarder, je me dis, j'ai réussi à créer ce petit bout. Donc c'est que du bonheur, c'est difficile à décrire, c'est tellement fort. Élise est encore émue. Elle a mis plus de 4 ans à devenir mère. Célibataire, elle voulait à tout prix un bébé. Elle avait pensé à une FIV, mais elle ne rentrait pas dans le cadre du système français. Alors déjà, pour une femme célibataire, c'était compliqué, ce qui est mon cas. Et en plus, à 39 ans, plus 1 ou 2 ans d'attente, j'ai dépassé 43 ans, donc là, je ne pouvais plus avoir de bébé. Donc je me suis dit, bon bah voilà, cette option-là, c'est fini. Donc je me suis retourné sur les pays étrangers. J'ai regardé différents forums, ce que les personnes disaient, et on est revenu sur une clinique à Séville. Et puis voilà, je me suis lancé. Élise a choisi une clinique en Espagne qui proposait des FIV à des femmes seules, même âgées de plus de 43 ans. Sur Internet, des cliniques comme celle choisie par Élise, il en existe des centaines. Espagne, Angleterre, Portugal, États-Unis, Belgique, Ukraine, de nombreux pays se sont lancés dans la course à la procréation. Les cliniques privées se livrent une véritable guerre pour attirer les Français. Selon une étude de 2013, plus de 680 000 traitements pour l'aide à la procréation ont été réalisés dans les cliniques d'Europe. L'une de ces cliniques a accepté exceptionnellement de nous ouvrir ses portes. Séville, au sud de l'Espagne. La cathédrale Notre-Dame du Siège, le palais Alcazar, la célèbre tour du XIIIe siècle, le Torre del Oro, un patrimoine riche qui vient de s'enrichir de cliniques de fertilité. Nous rencontrons une jeune maman, Sophie, 35 ans, femme d'expatriés. Sa nouvelle vie en Andalousie, elle la savoure. Alors moi j'adore, j'ai été complètement conquise par Séville. C'est vraiment une ville qui est hyper agréable. La ville est magnifique, les gens sont agréables. Il y a vraiment une âme andalouse qui est présente. Mais si Sophie est si heureuse, ce n'est pas seulement grâce au climat local. Alors qu'elle pensait ne pas trouver de travail dans ce pays, à peine arrivée en Espagne, une clinique lui a proposé de l'embaucher. J'ai été contactée par le département international de Ginemed pour travailler pour eux. Il n'y avait pas forcément de besoin de compétences médicales initialement. Mais par contre, évidemment, avant de commencer, j'ai eu une formation assez poussée sur tous les traitements et toutes les techniques. Une clinique alors qu'elle ne connaît rien à la médecine. Mais face à une clientèle grandissante, ces établissements doivent embaucher à tour de bras. Derrière cette façade accrocheuse se trouve Ginemed, une petite clinique spécialisée dans le traitement de l'infertilité. Créée en 1992, la société possède aujourd'hui plusieurs établissements dans le sud de l'Espagne et fait travailler une centaine de personnes. Elle vient tout juste d'ouvrir une dernière succursale au Portugal. Malgré sa taille modeste, la clinique se vante d'avoir permis la naissance de plus de 15 000 bébés en 20 ans. C'est ici que travaille Sophie. Son bureau se situe derrière cette porte. Alors là, comme c'est écrit, on arrive au Departamento Internacional, donc notre département international. International, car ici on parle plusieurs langues. Oui, bonjour, vous venez d'appeler à la clinique, c'est Géraldine. Comment allez-vous? Donc je vous présente l'équipe, donc Ariana qui est italienne, Michel qui est américaine, Barbara et Géraldine qui sont françaises, et Martina qui est aussi italienne.
L'Espagne bénéficie d'une législation beaucoup plus souple que certains pays en matière de PMA. L'établissement attire donc des patients des 4 coins du monde. Et pour se faire connaître, la clinique n'hésite pas à faire le déplacement au plus près de ses patients en organisant régulièrement des réunions d'information dans leur pays. La France n'échappe pas à ce commerce et la clinique va encore plus loin pour attirer de nouveaux clients. Elle invite régulièrement des représentants d'associations pour leur vanter les mérites de Ginemed, en espérant qu'ils en parlent à leurs adhérents. Aéroport de Roissy, à Paris, Nathalie est la représentante de Maya, la principale association de soutien aux personnes infertiles. Ce soir, elle part en repérage pour les membres de son association. Afin de soutenir ces personnes et de leur donner entière confiance en notre association, eh bien on se permet en fait de visiter les cliniques, à l'invitation des cliniques bien sûr. Et aujourd'hui, eh bien, je suis ici à Roissy pour aller visiter la clinique Ginemed à Séville. Alors Ginemed nous ont sollicité pour le partenariat avec Maya. Et ça fait déjà au moins 3 ans que nous sommes partenaires. Et c'est le docteur Sanchez, qui est directeur de la clinique, qui nous a sollicité, invité pendant 5 jours à Séville. Donc voilà, c'est une invitation gracieuse du docteur Sanchez. Une invitation qui cache en réalité un marketing bien rodé. Le lendemain matin, en plein centre de Séville. Nathalie arrive au principal bâtiment de la clinique pour son rendez-vous VIP. Bonjour Nathalie, bienvenue. Merci de votre accueil. Mais de rien. Donc voici Ginemed, notre première unité fondée par le docteur Pasquale et son frère. Donc je vais vous montrer une de nos salles d'attente. D'accord. Donc par ici. C'est parti pour la grande opération séduction. Nathalie va avoir le droit à une visite guidée très détaillée. Allez-y, entrez. Ambiance tamisée, télévision et musique douce, rien à voir avec les cliniques françaises. Car ici, les patients sont avant tout des clients, alors il faut les chouchouter. C'est vrai que c'est des moments qui sont pas évidents, donc volontairement, il y a eu une ambiance un petit peu cosy pour que les patients arrivent souvent, notamment les patients internationaux et français, après un long voyage et des traitements qui sont souvent assez contraignants. Donc c'est vrai qu'on essaie de les faire se sentir au mieux lorsqu'ils sont ici. Même la décoration murale a été pensée pour rassurer les patients. Mais ce qui intéresse le plus Nathalie, c'est la partie médicale. Alors là, on va rentrer au laboratoire. Donc une tenue de rigueur est exigée évidemment pour que le laboratoire soit préservé le plus possible de l'extérieur. Buenos días. Ce sont les seuls mots que Nathalie connaît en espagnol. C'est donc Sophie qui va lui servir de traductrice. Je vous présente María, la directrice du laboratoire. ¿Nos puede enseñar un poco, explicar? Bueno, pues tenemos para empezar esto que veis aquí. Donc ici, on a l'incubateur qui contient les embryons des patients. Donc ce sont des incubateurs spécifiques qui permettent la culture au stade blastocyste. Blastocyste, c'est le stade de développement de l'embryon entre le 5e et le 7e jour. Donc on a également le système time-lapse qui permet donc d'avoir des caméras qui permettent de suivre l'évolution des embryons. Donc l'avantage de cette technique, c'est de ne pas avoir à chaque fois à sortir l'embryon pour suivre son évolution, mais de pouvoir les suivre directement avec ces caméras. Une technique de pointe détenue dans ce modeste établissement. Rien à envier au centre de traitement français. La clinique fait tout pour se vendre et ainsi espérer de nouveaux clients. Sophie va maintenant montrer à Nathalie l'un de leurs trésors, leur réserve. Donc c'est ici qu'on met les ovules et les embryons congelés, qui sont cryopréservés. Au total sont ici conservés à une température de moins 196 degrés les ovocytes de 2000 patientes et plus de 15 000 embryons. Leur conservation est parfaitement réglementée. Donc les embryons peuvent être, selon la loi espagnole, conservés pour sa propre utilisation. Bien donación a otras parejas. Peuvent être donnés à un couple. O donación a la ciencia, que es para ou être donnés à la enfermedades. science pour la recherche sur les maladies notamment. Solamente no se pueden destruir de manera general, salvo que tengan más de 50 años. Les embryons, on ne peut pas les détruire par la loi, à moins que la personne ait plus de 50 ans. Si los embriones pueden ser dados a pacientes que lo necesiten. Sí, claro, a otras parejas. Oui. Es algo anónimo.
C'est quelque chose d'anonyme. Et effectivement, ils peuvent être utilisés dans ce sens-là, sous réserve que ce soit le souhait des patients et qui signent un consentement dans ce sens-là. De quels patients? De ceux qui ont... Ceux qui ont donné. Ceux qui ont donné, et après ceux qui reçoivent aussi, signent un consentement aussi. S'ils sont de bonne qualité, on les récupère. Mais ça, je ne sais pas si je peux le dire. Dans le cas où ils ont... Tu vas attirer leur attention. Dis-leur qu'on le fait au cas par cas. Dans chaque cas, en fait, c'est étudié en fonction... C'est au cas par cas. Oui. C'est ça. Les deux femmes sont un peu gênées. Le don d'embryon entre patients est bien légal, mais la clinique s'autorise une pratique éthiquement discutable, car les embryons sont revendus, alors que les couples donneurs avaient déjà payé pour leur fabrication. La clinique empoche donc 2 fois une somme d'argent. Malgré cet aveu, Nathalie semble plutôt rassurée par les services de la clinique. Une fois en France, elle en parlera sûrement à des couples en mal d'enfants. Elle a même négocié une réduction pour ses adhérents dans les protocoles de PMA. Entre autres, la FIV avec don d'ovocytes, le prix du double don, les nouveaux tarifs de contrat de garantie d'embryon, donc ils nous proposent depuis septembre 2017. Et donc on négocie tous les ans les nouveaux tarifs en faveur des adhérents, afin d'essayer d'avoir des réductions le plus possible. Donc aujourd'hui on a 10% de réduction en faveur de nos adhérents. Ce qui fait surtout le grand succès de l'Espagne, c'est sa loi sur le don d'ovocytes. Dans le cadre d'une PMA, certaines femmes ne peuvent pas utiliser leurs ovocytes. Elles doivent donc avoir recours à des dons. En France, ces dons sont rares car gratuits, alors qu'en Espagne, les donneuses sont rémunérées. Une particularité qui n'est pas sans faille. Dans la clinique Ginemed, un département est dédié à la récolte des ovocytes. Nous y rencontrons Carmen, qui veut rester anonyme. Cette jeune femme vient donner ses ovocytes. C'est la première fois que je viens. On verra bien si tout se passe bien. Alors la compensation, c'est pas quelque chose qui se refuse, au contraire. On apprécie. Et je crois que c'est quelque chose qu'on te donne et que tu reçois. Et je pense que la motivation principale pour venir donner, c'est de rendre quelqu'un heureux avec quelque chose que l'on possède et qui ne te fera jamais de mal. Ginemed accueille environ 600 donneuses par an, car en Espagne, la loi place le don d'ovocytes comme n'importe quel autre don d'organes. Il doit être volontaire, anonyme et altruiste. Mais ici, contrairement à la France, il est rémunéré. Un argument qui permet à l'Espagne de récolter chaque année environ 100 000 dons, alors qu'en France, on avoisine les 400 dons. Pour devenir donneuse, il faut que des praticiens étudient les antécédents familiaux. Puis il faut suivre un traitement hormonal de 10 à 12 injections sous-cutanées pour améliorer la qualité des ovocytes. Le prélèvement se fait par voie vaginale, en hospitalisation de jour. Mercedes est responsable de la programmation des donneuses à Ginemed. Elle nous explique la politique tarifaire de la clinique. Car en Espagne, la compensation apportée aux donneuses est variable, fixée par chaque établissement. La première fois qu'elles le font, c'est 750 €. Elles le donnent à une mère porteuse le même jour de l'ovulation. Si elle répète un second cycle à partir de la seconde fois, ce sont 900 €. Il y a aussi une compensation lorsque l'on recommande quelqu'un. On donne 150 € pour recommander une personne. Des tarifs intéressants. Alors certaines donneuses pourraient être tentées de multiplier les dons pour gagner plus d'argent, au détriment de leur santé. Et ça, aucune loi ne l'encadre en Espagne. Il n'existe pas de fichier national des donneuses, un vide qu'avoue Mercedes. C'est possible, ça se fait, oui. C'est clair. La loi, c'est 6 enfants à partir du moment où ils naissent. En Espagne, pour donner ses ovocytes, les choix ne manquent pas. 400 cliniques de fertilité sont réparties sur le territoire. Grâce à ce maillage, l'Espagne est le pays du monde qui vend le plus de PMA, environ 100 000 par an. Un business très lucratif qui rapporterait des centaines de millions d'euros. Un marché que se partagent plusieurs groupes, comme Ginemed, Masvida et surtout IVI, le géant de la PMA en Espagne. À quelques kilomètres au nord de Séville, Valence. Une cité balnéaire qui attire chaque année des milliers de touristes. La ville offre à la fois la détente sur ses plages et aussi des visites historiques dans un centre-ville riche. Lisiane et Nicolas arrivent de France. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, le couple n'est pas en vacances.
Ils viennent en Espagne pour bénéficier d'un don d'ovocytes. Le couple n'assume pas vraiment sa démarche. Alors, ils préfèrent témoigner à visage masqué. On va dire que notre gynéco en France nous a adressé finalement en Espagne pour un don d'ovocytes parce que clairement les fécondations in vitro ne fonctionneraient jamais. Les 5 qu'on a faites n'ont pas marché et étaient peu productives en termes d'ovocytes et de mauvaise qualité. Et du coup, elle nous a dit qu'on aurait plus de chances, plus de réussite de voir notre projet aboutir en Espagne. Plus de chances parce que les donneuses sont plus jeunes, alors qu'en France elles sont plus âgées et qu'en France il faut attendre des mois voire des années avant de pouvoir accéder aux ovocytes. Et effectivement le process n'est pas le même en Espagne. En France, les dons d'ovocytes sont rares car gratuits. Et en plus, la donneuse doit déjà avoir été mère. Encore une fois, la loi est plus souple en Espagne. Pas besoin d'avoir déjà porté un enfant pour faire un don. Lisiane est très anxieuse. Avant de savoir si elle peut bénéficier d'un don, elle va devoir subir un examen pour avoir la réponse si oui ou non son corps est capable de porter un enfant. Elle a déjà été opérée de l'utérus et la consultation d'aujourd'hui va être décisive. Meilleure nouvelle, il n'y a aucune cicatrice dans l'utérus, il n'y a aucun fibrome. L'épaisseur de votre utérus est parfaite. On peut faire un transfert dans 1 mois. Ça, ce serait le top. Ce serait le top. Et qu'on nous dise aussi qu'une donneuse a été trouvée, ce serait une super journée. La clinique où se rend le couple, c'est IVI, le premier groupe mondial spécialisé dans l'infertilité, avec plus de 70 cliniques sur la planète. Cette référence internationale n'hésite pas à frapper fort. Leur nouveau slogan de publicité est sans équivoque. Ici, c'est satisfait ou remboursé. Lisiane et Nicolas comptent beaucoup sur ce credo. Ici, les patients sont un peu reçus comme à l'hôtel. Vous avez amené chemise nuit, chaussons? Non. Pas de souci. D'accord. Tout est fait pour mettre les patients dans les meilleures conditions possibles. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Car tenter d'avoir un enfant, c'est toujours très angoissant. Nicolas et Lisiane n'échappent pas à la règle. J'ai peur pour ma femme, comme à chaque fois qu'elle a une anesthésie, une opération, c'est sûr que c'est toujours peur de savoir que sa femme est endormie et que même si il existe une probabilité que ça se passe mal qui est infime, c'est quand même un risque qu'on prend. Du coup, il y a toujours une appréhension par rapport à ça. Et il y a aussi, bien sûr, le risque du diagnostic et de nous dire c'est très compliqué, c'est pas compliqué. Il y a l'espoir qu'on nous dise tout va bien, mais on se prépare toujours au pire. On fait plein de scénarios dans sa tête dans lesquels on se dit peut-être qu'il va nous, comme ce qui nous est déjà arrivé, qu'on nous dise les résultats sont mauvais, très mauvais, il faut attendre 1 mois, 6 mois, afin de faire en sorte d'avoir un enfant. Mais avant que le miracle tant attendu ne se produise, le couple relativise avec un brin d'humour. C'est marrant, il y a toujours des conversations avec beaucoup de bébés. Oui. Chez le gastro-entérologue, t'as pas des photos de... Oui, non mais... non mais c'est pour égayer. Oui, égayer, donner de l'espoir. On vient pas ici si on n'a pas d'espoir. Oui. Et de l'espoir, c'est justement ce que vend le groupe IVI. Sur leur site internet, ils annoncent des chiffres des plus féconds. 9 couples sur 10 réalisant une intervention chez eux réaliseraient leur rêve de devenir parents. Pour le docteur Paola Celada, gynécologue, c'est l'expérience qui ferait la différence. Le groupe IVI est un groupe qui existe depuis 27-28 ans, ce qui fait qu'on a beaucoup d'expérience, on a beaucoup de patientes chez nous. Tout ce qui peut arriver dans un parcours de PMA, on l'a vécu et on a dû chercher une solution. Comme le dit le docteur Celada, des solutions, il n'en manque pas. Et ça commence dès le centre d'appel. Pas moins de 40 opérateurs se relaient de 8h à 21h. Tout est mis en œuvre pour répondre aux appels nationaux et internationaux, mais aussi séduire une nouvelle clientèle. Dites-moi, madame, comment je peux vous aider?
Nathalie est la responsable du pôle international. Elle parle 3 langues et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ici on ne chôme pas. Jusqu'à maintenant, on a reçu 328 appels. Et je peux vous dire que c'est un lundi très calme. Parce que normalement, tu arrives à cette heure-ci que tu es déjà sur 600. Par jour, ce centre reçoit en moyenne plus de 1000 appels du monde entier. Autant de clients potentiels qu'il faut choyer. Ici, l'objectif, c'est surtout de donner une bonne qualité à l'appel. Et même ça rentre dans nos objectifs. C'est-à-dire, moi, je suis coordinatrice internationale, puis il y a ma collègue de national et l'autre de Portugal. On écoute les appels et on donne une évaluation parce qu'on a un protocole, on a je ne sais plus comment ça dit en français, argumentaire, je sais pas comment. Un argumentaire. Oui, un argumentaire parce qu'il y a des choses qu'on doit forcément demander, forcément parce que c'est impératif. Un fonctionnement digne des meilleures entreprises commerciales. Une surveillance minutieuse des employés. Renault, Free ou L'Oréal ne feraient pas mieux. Mais Ivy n'est pas un groupe comme les autres. Ce mastodonte de la fertilité voit les choses en très grand pour séduire une clientèle internationale. Ces établissements regroupent tous les besoins en un seul lieu. Un personnel médical expérimenté, des locaux accueillants, mais surtout un laboratoire à la pointe de la technologie. Un espace d'incubation capable d'accueillir près de 200 patients en simultané, pas moins de 8 embryoscopes filmés 24 heures sur 24, et un espace de conservation des ovocytes, spermatozoïdes et embryons, où ils sont plus de 200 000 au total. Mais le rôle de cette unité ultramoderne, dirigée par le docteur Laetitia Alvarez, ne s'arrête pas là. Cette technologie est très puissante parce qu'il y a un autre point qui nous intéresse beaucoup, qui est la base de données. On peut établir des liens dans toute la base de données, comme par exemple le taux de grossesse, les taux de remboursement et beaucoup de variables. On regroupe tout cela avec les données de cette timelapse pour obtenir des informations sur le meilleur moment pour faire un transfert d'embryon. Et même dans le futur, améliorer les taux de réussite pour nos patients. Une source d'information dont l'utilisation paraît prometteuse. Ivy s'est donné une mission, innover sans cesse dans la recherche contre l'infertilité. Ces 2 postes de travail sont utilisés pour faire des biopsies d'embryons. Comme je vous l'ai dit, une part importante de nos patients viennent pour un test génétique de préimplantation. Et on sait que certains patients, plus précisément ceux qui ont plus de 36-37 ans, produisent des embryons qui ont des chromosomes anormaux. Donc, en faisant le test génétique, on sélectionne pas seulement ceux qui sont morphologiquement bons, mais qui ont aussi un bon phénotype, et aussi ceux qui sont normaux au niveau des chromosomes. Et donc, on peut regrouper toutes ces informations et donc améliorer le taux de réussite après un transfert. Je vais vous trouver des images. Celle-là, par exemple. Cet embryon a 5 jours. Donc, on va prendre des cellules que nous allons couper au laser. Donc, nous récupérons des cellules de l'embryon. Ces cellules sont envoyées au département de génétique pour faire l'analyse chromosomique et en même temps, l'embryon est cryopréservé. Donc, quand on a le résultat, on choisit ceux qui n'ont pas de défaut. Donc, on va dans notre banque de conservation et on les récupère pour les transférer. Oui, ce sont les meilleurs. Il ne s'agit là que d'une sélection des meilleurs embryons. Elle est possible dans cette clinique grâce à des moyens uniques au monde.
On peut dire que le groupe garde ainsi une bonne longueur d'avance sur ses concurrents. Dans le bâtiment voisin, c'est plus d'une centaine de personnes qui attendent quotidiennement d'être prises en charge et de réaliser son désir d'enfant. Grâce au progrès qu'offre cette clinique privée à la pointe de la recherche, beaucoup voient leurs souhaits se concrétiser chaque jour un peu plus. Devant une chambre, nous retrouvons Nicolas, impatient de rejoindre sa femme, qui vient tout juste de terminer son opération. Ça va? Mais malheureusement, le moral n'est pas au beau fixe. Petite idée. Bon, ça s'est bien passé? Pas trop de douleur? Le chirurgien a découvert que l'utérus de Lisiane n'était pas encore prêt à accueillir un bébé. Tu sais ce qu'il a dit? Tu sais ce qui s'est passé? Il a gratté dans l'utérus. Il a mis un espèce de ballon pour empêcher que les adhérences, elles viennent. D'accord. Il m'a expliqué que c'était la première étape et qu'ensuite, faudrait réessayer un autre traitement pour rendre meilleure en fait la paroi de l'utérus. Ça, c'était une deuxième étape. Encore un long parcours. C'est toute l'incertitude d'un parcours de PMA et la difficulté de ne pas perdre l'espoir. Le but, c'est d'avoir un enfant, pas d'avoir un enfant maintenant. Mais au bout de 5 ans, on est quand même assez impatient. Oui, bien sûr qu'on est impatient, mais on n'est plus à 2 mois près. On n'est plus à un cycle près, on n'est plus... Ouais. On est toujours à une opération près, parce que ça reste toujours des choses difficiles, mais... Le couple est submergé par l'émotion. Leur quête d'enfant s'est transformée en combat sur la durée. Une nouvelle opération est prévue dans quelques mois. En moyenne, un couple qui a recours à une PMA met 5 ans à avoir un bébé. Et on a tendance à l'oublier, mais une PMA a aussi un coût, et non des moindres, qui reste tabou. Nous avons tenté d'aborder la question avec le docteur Selada. Ça, c'est une question délicate. Non, alors, notre clinique est une clinique privée et effectivement, les traitements ont un coût. Le problème, c'est que chez nous, les médecins ne parlent jamais de prix. Donc moi, je ne connais même pas quelles sont les conditions économiques qu'on peut offrir aux patientes. Parce que c'est interdit, c'est pour ça que... Enfin, je veux dire, il faut avoir les moyens pour les traitements que vous proposez. La gynécologue est gênée. Pourtant, les prix de départ d'une PMA sont accessibles sur Internet. Chez Ivy, un programme de PMA coûte entre 5 000 et 8 000 euros, auquel il faut rajouter plus de 7 000 euros pour un don d'ovocytes, des examens complémentaires, ainsi que le prix des voyages. Des tarifs qu'assume Amparo Ruiz, la directrice de la clinique. La fécondation in vitro n'est pas une procédure low cost. Nous investissons pour avoir les meilleurs soins, les meilleurs laboratoires, installations, équipements pour l'entraînement des embryologistes, les meilleurs professionnels. Ce n'est pas low cost. Bien sûr, c'est notre travail. On gagne de l'argent en le faisant, comme pour n'importe quel travail. Mais on cherche les meilleurs prix pour être accessible au plus de personnes possible. Par exemple, dans une seule clinique, nous faisons près de 18 000 traitements par an. C'est donc que le prix est abordable. La question est de trouver l'équilibre entre ce que nous faisons et le prix que nous en demandons. L'objectif n'est pas de faire un énorme business en tirant profit des problèmes médicaux des gens, mais trouver le bon prix pour développer une bonne qualité de soins médicaux et leur trouver le meilleur traitement. Selon nos estimations, le tarif de base d'une FIV avec don d'ovocytes en Espagne pourrait donc coûter jusqu'à 10 000 euros, hors examen complémentaire et déplacement. Une somme très importante qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais le désir d'enfant touche toutes les classes sociales. Alors certains ont dû trouver d'autres solutions pour devenir parents. Vitry-sur-Seine, en région parisienne. Sandrine a découvert à 31 ans qu'elle avait les trompes bouchées. Elle fait partie de ces milliers de femmes qui ont besoin d'un don d'ovocytes pour procréer. Mais elle est confrontée à un problème bien spécifique. D'origine africaine, elle souhaite un enfant qui lui ressemble. Elle a donc besoin d'un don d'ovocytes de femme noire, un don rare en France. La jeune femme a donc tout de suite pensé à l'étranger pour cette opération.
me ruiner pour avoir un enfant, c'est hors de question. Donc du coup, j'ai fait l'option du Portugal. Et du coup, en fait, ça faisait à peu près 5 200, 30 €, ouais, tout compris. Sandrine tombe enceinte une première fois, mais la grossesse n'aboutit pas. Elle vient de dépenser une grosse somme, et pour cet ingénieur informatique, impossible de payer plus. Mais il faut plus pour arrêter Sandrine dans sa quête d'avoir un enfant. Alors la jeune femme a cherché un autre pays plus abordable. Donc on trouve encore le moins cher parce que moi j'ai plus envie de dépenser pour ce projet d'enfant parce que ça a commencé. Et effectivement, beaucoup de nos dépenses de couple, en fait, c'est vraiment orienté vers là. On s'ajuste à chaque fois par rapport à ça. Donc tout ça, en fait, on a dit, il faut vraiment pour les dépenses, qu'on aille dans un pays qui est quand même avantageux en fait en termes de coûts et qui a un bon service. Et Isida, je suis arrivée à Isida comment? Parce que je me suis beaucoup renseignée sur les cliniques en Europe, sur les coûts, pourquoi ces coûts-là en fait. Et quand on se renseigne sur les prix sur Internet, on arrive naturellement vers les pays de l'Europe de l'Est, et notamment l'Ukraine. Sandrine y est allée avec son compagnon. C'est lui qui a filmé ces images. Allez, on commence la film. Let's go to the party, to the IVF. Yeah! On peut y découvrir Sandrine dans une clinique flambant neuve. Elle est ici pour démarrer un nouveau programme de PMA. Elle rencontre la responsable des patients internationaux de la clinique pour définir avec elle le planning du traitement. C'est bon? Oui, c'est ça, d'accord. Alors, pour la prochaine consultation, vous retrouverez un médecin avec les examens. On vous donnera un traitement avec les médicaments. Et après seulement, vous viendrez pour le transfert d'embryon. C'est bon? Pour le moment, Sandrine attend toujours un don d'ovocytes correspondant à ses besoins. La clinique ukrainienne lui a assuré qu'elle aurait un transfert dans moins de 6 mois. Ces cliniques moins chères que dans le reste de l'Europe, nous avons décidé de nous y rendre pour en savoir plus. Direction Kiev, la capitale de l'Ukraine. Une ville 2 fois plus grande que Paris. Si la capitale a longtemps été reconnue pour son patrimoine religieux, elle affiche aujourd'hui un visage beaucoup plus moderne. Partout dans la cité fleurissent des cliniques de fécondité qui cassent les prix. La clinique a choisi Sandrine, la voici, Isida. Sergueï Kozin est le directeur du développement de l'établissement. Il a exceptionnellement accepté de nous ouvrir ses portes. Même s'il se défend de faire du low cost, il sait parfaitement pourquoi ses patients viennent ici. Notre avantage, effectivement, c'est le prix. La plupart des patients qui nous choisissent, ils nous choisissent pour la question de prix. Des prix et des formules plus avantageuses que chez ses concurrents espagnols. En moyenne, une PMA en Ukraine représente une économie de 2 000 €. Par exemple, une fécondation in vitro avec don d'ovocytes coûte 3 000 € en entrée de gamme. C'est 2 fois moins cher que chez les leaders européens. Mais alors, comment expliquer de telles différences? Sur ce sujet, Sergueï n'y va pas par 4 chemins. Moi, je vais être honnête avec vous. Les salaires moyens sont assez bas ici en Ukraine, 100-200 $. Alors, de devenir donneuse et toucher 700 à 1000 €, c'est 9 mois de salaire pour quelqu'un. Beaucoup sont assez pauvres et beaucoup ont envie d'acheter quelque chose pour leur enfant. S'ils ont du mal à trouver un travail où ils veulent gagner un peu d'argent sur le côté, il peut aller se prostituer, c'est une des options, ou l'autre option, c'est devenir donneuse. Un franc-parler qui pourrait étonner. Mais en Ukraine, on fait fi de la langue de bois. Ici, contrairement à l'Espagne, ce n'est pas l'altruisme des donneuses qui est mis en avant, mais bien la nécessité financière. Il faut dire que le pays est en guerre depuis des années et traverse une crise économique. Alors le don d'ovocytes est un véritable salut pour certaines femmes. Retour à la clinique Isida. Svetlana est l'une de ces donneuses. Aujourd'hui, elle a rendez-vous pour un entretien préalable avec Katusha, l'infirmière en chef de la clinique. L'entretien commence par de belles paroles. C'est une décision réfléchie. Vous voulez vraiment aider ces femmes qui ont besoin d'ovocytes? Oui. Quel âge avez-vous? 25 ans. Avez-vous déjà eu un enfant? Oui, un fils de 6 ans. Très bien.
Et êtes-vous mariée? Oui. Quand j'en ai parlé avec mon mari m'a dit « Si tu veux le faire, si ta santé le permet, tout est entre tes mains. » Vous vous sentez bien? Oui. Du coup, on va faire des examens pour notre programme. Il y aura beaucoup de tests à passer qui vont nous permettre de savoir si la procédure ne va pas faire trop de dégâts sur votre santé. D'accord. Je comprends de quoi il s'agit car je travaille dans le milieu médical. Et mon mari aussi. Je comprends que pendant mes règles, je perds tout. Donc avoir des règles ou aider quelqu'un, c'est pareil. Une façon bien particulière de voir le don, qui, on peut le dire, minimise l'investissement. C'est sans compter sur les 12 piqûres qu'il va falloir s'injecter pour le traitement. Mais Svetlana connaît bien la procédure, elle donne régulièrement ses ovocytes. Et elle finit par avouer que c'est l'argent qui l'intéresse. Il y a un mois, c'était la 3e fois. Pour tout ce qui est au niveau de la douleur, je ne me plains pas. Si tout va bien et que je suis en bonne santé, je pense que je le referai encore. Et puis, la situation économique, elle est difficile en ce moment. Et c'est pour ça que tout le monde essaye de trouver un soutien financier en plus de son salaire. Parce que nos salaires ne nous permettent pas toujours de réaliser ce qu'on souhaite. Alors je considère que si on a une occasion de le faire, et une rémunération, pourquoi ne pas le faire? C'est sûr, si sa santé le permet, Svetlana reviendra. Car en plus de l'argent, la clinique a un avantage. Et puis j'habite à côté. J'ai aussi aimé qu'on te fasse des analyses sans que tu saches si tu seras prise ou pas. Le moment des analyses, l'échange, le remplissage de l'enquête, tout ça a joué un rôle très important parce qu'on s'occupe de toi. Et quand ce n'est pas la première fois, tu comprends que quand tu viens ici, tu repars en bonne santé. Des examens médicaux gratuits, une rémunération, dans un pays où la couverture santé est inexistante, c'est presque un double bonus que proposent ces cliniques. Mais le problème, c'est que comme en Espagne, il n'existe pas de fichier national des donneuses. Les femmes peuvent donc multiplier les dons au détriment de leur santé. Mais les cliniques ukrainiennes n'attirent pas les patients étrangers que pour les dons d'ovocytes. Dans ce pays, il est aussi légal de faire appel à des mères porteuses. Cela s'appelle la GPA, la gestation pour autrui. Une pratique formellement interdite en France, qui pousse donc certains de nos compatriotes à traverser les frontières vers l'Est. Retour en France. Virginie a 38 ans. Après avoir été mère de 2 enfants, elle a découvert qu'elle était dans l'incapacité médicale de porter à nouveau un enfant. Alors avec son mari, elle a pris une décision radicale, faire appel à une mère porteuse. Allez, on va prendre le dossier. Donc là, en fait, c'est le dossier donc, de la GPA. Et donc, ce dossier, je le montrerai aux petits quand ils seront un petit peu plus grands. Et ça leur explique, en fait, leur naissance. J'ai tout gardé. C'est tout aussi la paperasse que j'ai avec donc, les différentes administrations, tout ça. Donc ça, du coup, ben voilà, j'ai fait une petite présentation avec le petit drapeau ukrainien. Moi, j'ai eu une très bonne approche avec cette clinique. Donc, j'ai été en confiance tout de suite. Par téléphone, et ensuite, je suis rendue sur place. Je me suis dit, oui, c'est bon. J'ai pas hésité à signer. Donc là, en fait, c'est là où on était logés, en fait. Quand on se déplaçait en Ukraine, on était logés, donc, en hôtel. Pour garantir le succès de la GPA, Nathalie devait aussi bénéficier d'un don d'ovocytes. Elle a pu choisir la maman biologique de ses futurs enfants. Le choix d'une vie pas si simple. Voilà. Ça, c'est la maman donneuse. Vous avez un catalogue et puis vous choisissez. Donc, vous regardez les photos et puis vous allez choisir une jeune fille qui vous paraît bien. Enfin, voilà. Après, bon, on a un petit peu d'informations sur elle, hein, ce qu'elle fait, le nombre d'enfants, sa taille, son poids. Bon, bah, voilà. Hein. Bah, de toute façon, à un moment donné, il faut faire un choix. Donc, bon. Dans le cadre d'une GPA, un ovocyte est prélevé chez une donneuse. Dans le cas de Virginie, cet ovocyte a été fécondé avec le sperme de son mari. Ensuite, l'embryon est implanté chez une autre femme qui est la mère porteuse. Donc ça, c'est le mail
que j'ai reçu donc le 24 février, m'annonçant que j'étais enceinte. Je suis désolée, ça me... Donc, bon, voilà. Bonjour Virginie et Laurent, je vous félicite, vous êtes enceinte. J'ai un vrai plaisir de vous annoncer cette nouvelle. Selon les résultats de bêta-HCG, votre mère porteuse a un taux élevé, donc c'est fort possible qu'elle est enceinte de jumeaux. Voilà. Et donc après, on recevait donc les échos. Là, et ben là on les voit. Donc là, il y en a un là. Et là, on les voit bien là. 2 petits bouts de chou. Chaque écho, j'étais à fond. J'ai l'impression que là, c'est moi qui suis enceinte et c'est très très fort, même si on ne les porte pas. Puis même de faire ce petit cahier, même pour moi, ça me faisait du bien, quoi, parce que ça se concrétisait, quoi. Je me disais, voilà, ils vont bientôt arriver. Et puis, on était loin, il n'y a pas été non plus 50 fois. Donc c'est pour ça, la moindre petite chose, je l'ai gardée parce que pour moi, c'est un super souvenir, quoi. Ah ouais, c'est un super souvenir. Hein. Donc bon, voilà, donc j'ai tout. Après, quand ils sont nés, bon, bah là, c'est Marina, hein, avec son joli bidon. Voilà. La mère porteuse est payée pour porter un enfant pendant 9 mois. Une pratique qui divise nos sociétés. Virginie, elle, n'avait pas beaucoup d'autres options. Et en allant en Ukraine, elle a été rassurée. Moi, quand j'ai été à la clinique, donc en fait, il y a à l'accueil, il y a en fait, voilà, il y avait beaucoup de jeunes femmes qui étaient là pour poser un dossier de candidature pour être mère porteuse. Je peux vous dire que c'était blindé. Alors après, elles sont pas toutes prises parce que voilà, il y a des examens de santé, tout ça, santé psychologique aussi, puisqu'il faut qu'elles aient des enfants, il faut qu'elles soient en bonne santé, tout ça. Donc moi je sais pas si on les force à venir, mais en tout cas, le hall d'entrée était rempli de jeunes femmes qui souhaitaient porter des enfants. Après, moi, j'ai forcé personne à porter les enfants. Voilà. Je ne me serais pas permise, d'ailleurs. Voilà. Franchement, moi, j'étais heureuse pour elle, parce que du coup, je me suis dit, avec l'argent qu'elle va avoir, ça va l'aider pour l'éducation de ses enfants, peut-être pour s'acheter un logement, ça va l'aider dans son couple à elle. En Ukraine, une mère porteuse peut gagner l'équivalent de 10 ans de salaire. Une fortune qui pousse donc certaines femmes à proposer leur ventre. Mais qui sont ces femmes qui acceptent de porter l'enfant d'une autre ? Exceptionnellement, la clinique Issida en Ukraine a accepté de nous présenter l'une d'elles. Voici Katia. Elle a 28 ans et elle est maman d'un petit garçon de 5 ans. Cela fait 5 mois qu'elle est enceinte. Et aujourd'hui, c'est sa 2e échographie de contrôle. Mais dans son ventre, ce n'est pas son enfant. Katia est mère porteuse. Pour cette GPA, Katia a signé un contrat qui la lie aux futurs parents, mais qui lui permet surtout un suivi médical 100% pris en charge par la clinique. Comment se comporte le bébé ? Il est actif. C'est la première fois qu'elle porte l'enfant d'une autre femme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a l'air épanouie. Elle affirme aussi que l'argent n'est pas sa seule motivation. J'ai des femmes dans ma famille qui n'arrivent pas à devenir maman. Elles souffrent beaucoup physiquement et psychologiquement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aider. Le bébé se développe bien, tout va bien. Les battements du cœur sont bons. J'ai arrêté de travailler. Je considère que ce que je fais actuellement, c'est un véritable travail. Je suis vraiment venue de mon plein gré. C'est mon envie de venir ici. Ce n'est pas une exploitation, mais une aide. C'est une aide à ces femmes qui ne peuvent malheureusement pas devenir maman. Personne ne peut offrir un tel bonheur aux parents qui n'arrivent pas à avoir un enfant sans une mère porteuse. Oui, c'est vrai. Nous ne saurons jamais si ce sourire de Katia cache autre chose qu'une simple démarche altruiste. Car même en Ukraine, parler d'argent quand il s'agit de GPA ne semble pas si simple. Sergueï Kozin, le directeur du développement de la clinique, préfère parler du coût global d'une GPA. Moi, je n'ai pas de relations concernant
ce que la mère porteuse reçoit comme compensation. Moi, je peux parler marché. Le programme dans sa totalité, avec la compensation de la mère porteuse, la compensation de l'agence qui gère en fait le processus et la compensation de la clinique qui gère la côté médical, 50 à 60 000. Ça peut. Ça joue entre 50 à 60 000 euros. Voilà. Après enquête, sur le prix moyen d'une GPA à 55 000 euros, la mère porteuse gagne environ 10 000 euros. Alors, face à ces rémunérations importantes, l'idée de l'exploitation du corps de la femme pose évidemment question. En France, les pouvoirs publics ont tranché. La loi bioéthique a refusé que des GPA puissent avoir lieu dans notre pays. Alors pour ceux qui ont recours à cette méthode à l'étranger, c'est ensuite tout un parcours du combattant pour faire reconnaître l'existence légale de leurs enfants. C'est ce qu'a vécu Virginie. Une fois la joie de la naissance de ses jumeaux, il a fallu rentrer en France. Et là, c'est le couac. Impossible de quitter l'Ukraine, les enfants n'ont pas de papier et pas la nationalité française. Je cherche du coup un petit peu mes échanges, je les ai tous gardés avec l'ambassade de France à Kiev. Donc du coup, le 7 décembre, donc non, c'est après. Le 13, le 15, voilà. Donc ça, c'est le dernier que j'ai envoyé le jeudi 17 décembre. Alors, bonjour. Cela fait plus de 2 semaines que mon dossier de demande de laissez-passer pour mes enfants a été déposé. Nous n'avons toujours aucune nouvelle. Est-ce bien normal ? Je ne peux m'empêcher de penser que dans 8 jours, c'est le réveillon de Noël. Mes enfants, en France, vont-ils le passer tout seuls ? Du côté de notre travail, c'est une catastrophe. Oui, vous m'avez dit que nous devions nous arranger pour cela, mais étant à Kiev depuis le 14 octobre, nous pensions tout de même qu'au 17 décembre, nous serions rentrés. Tous les jours, toutes les 5 minutes, je regarde désespérément mes mails reçus et rien, toujours rien, venant de l'ambassade. Je pense qu'ils nous ont tout simplement oubliés. Peut-être que nous devrions venir avec nos bébés devant l'ambassade tous les jours et y rester toute la journée. Peut-être que cela intéressera quelques personnes. Merci de m'avoir lu une nouvelle fois. Je vous souhaite une bonne journée. J'avais le cœur déchiré en deux parce que je me disais, bon sang, on va bien réussir à rentrer, quoi. Coucou. Bonjour. Finalement, après des semaines d'attente, la famille de Virginie a pu rentrer. Le père officiel étant français, les jumeaux ont obtenu des papiers. Coucou. Bonjour. Alors toi, t'es sorti de ta turbulette. Aujourd'hui, les enfants ont bientôt 3 ans. Voici Lily Rose et Elliot, son frère jumeau. Mais leur combat n'est pas terminé pour autant. Ils n'ont pas encore de maman aux yeux de la loi française. Mon mari a le livret de famille, puisque lui, c'est vraiment le papa. Et donc, moi, je suis en procédure d'adoption pour pouvoir être reconnue administrativement comme leur maman. Voilà. Puisqu'à ce jour, je ne suis pas leur maman. En droit français, la mère est celle qui accouche. Comme ce n'est pas le cas de Virginie, elle doit demander à adopter ses enfants. Un long chemin attend encore cette maman pour construire officiellement sa famille. Faire reconnaître un enfant né d'une GPA, c'est donc loin d'être une simple formalité. À Marseille, Catherine Clavin est avocate, spécialiste de la procréation. Le cas de Virginie, elle le connaît très bien. Elle gère chaque année des dizaines d'affaires similaires. Un enfant né en Ukraine, s'il n'est pas né de parents ukrainiens, il n'est pas ukrainien. Donc c'est un enfant qui n'avait pas de nationalité et il était nécessaire que la France délivre des documents de passage pour faire revenir l'enfant en France. Et c'est ce qui posait difficulté parce que la France refusait. Donc une manière très dure de sanctionner ces parents ces personnes qui ont recouru à une GPA. Je pense que ça n'était pas l'impossibilité pour la France de délivrer les laissez-passer, c'était l'absence de volonté de les délivrer. Maître Clavin est l'avocate de la famille de Virginie. La solution de l'adoption proposée par la France, elle la regrette. Elle aurait aimé que Virginie soit reconnue comme mère dès la naissance des enfants. Mais pour le moment, la justice française n'est pas prête à ce compromis. Le parcours a été tellement long, tellement compliqué, on est passé par tellement de phases, qu'au final, on va se plier à ce que la Cour de cassation préconise depuis juillet 2017. C'est-à-dire que oui, on va reconstruire cette filiation par l'adoption d'enfants du conjoint,
mais ça sera soumis à un tribunal qui aura l'opportunité de dire ce qu'il aura envie de dire. Donc on ne sait pas encore effectivement finalement si on va y arriver, mais c'est la procédure préconisée effectivement par la Cour de cassation depuis l'été 2017. Voilà, tout ça pour dire qu'on le fait parce qu'on doit le faire comme ça, parce qu'il faut à un moment donné arriver au bout, mais ça n'est absolument pas satisfaisant. La France n'est donc pas encore prête à accepter la GPA comme un mode de procréation légale. Pourtant, de plus en plus de Français y ont recours. Chaque année, environ 300 enfants de Français verraient le jour grâce à une mère porteuse. Des couples désirant devenir parents, prêts à tout pour cela. Prêts à tout, y compris braver l'interdiction de la GPA en France. Pour le voir, il suffit de taper « Mère porteuse France » sur Internet. Des dizaines de pages sont proposées. Et étonnant, nous découvrons qu'il existe des réseaux illégaux de mères porteuses en France. Nous avons tenté d'entrer en contact avec ces femmes. Mission quasi impossible, elles sont très discrètes. L'une d'elles nous a tout de même répondu. Elle se présente comme une intermédiaire avec des mères porteuses. Nous nous faisons passer pour un couple à la recherche d'une mère porteuse. Bonjour, je pense avoir recours à la GPA. J'ai vu qu'un voyage était organisé. Est-ce possible encore d'y participer ? Bonjour, il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour vous aider dans la mesure du possible. Mais nous sommes africaines. Des Africaines prêtes à venir en France le temps de la grossesse. J'aimerais savoir comment vous procédez, s'il vous plaît. Nous nous déplaçons où tout se fait ici en Côte d'Ivoire. Vous vous déplacez ? Oui, nous nous déplaçons si vous nous garantissez notre sécurité. Qu'entendez-vous par garantir notre sécurité ? Dans certains pays, la GPA est illégale. Alors si vous nous garantissez que la mère porteuse n'ira pas en prison ou ne sera pas poursuivie, elle se déplacera. Quels sont vos tarifs ? 15 000 €. Des pratiques totalement illégales, mais le business des mères porteuses semble en pleine explosion face à une demande de plus en plus forte. Par exemple, il y a quelques mois, une femme avait déjà décidé d'en abuser pour arnaquer ses couples désirant un bébé. En 2016, l'affaire a fait scandale. La mère porteuse en question, originaire de Vendôme à côté d'Orléans, proposait ses services sur un site de garde d'enfants. Très vite, elle fait affaire avec un couple homosexuel de Loire-Atlantique. Elle doit porter leur bébé contre 15 000 €. Mais à quelques jours de l'accouchement, elle leur annonce par texto la mort du bébé. En réalité, l'enfant est bien vivant. Elle l'a juste donné à un autre couple avec qui elle avait signé le même contrat contre 15 000 €. Son arnaque, cette femme l'a reproduite l'année suivante, avant d'être repérée et interpellée par la police, accusée d'escroquerie. Maître Boudjerada a défendu un des couples victimes de cette mère porteuse. Cela fait plus de 20 ans qu'elle travaille sur des questions liées à la GPA, et selon elle, dans cette affaire, les responsabilités sont partagées. Tous les intervenants à la gestation pour autrui sont susceptibles d'être poursuivis et d'être condamnés pénalement à des peines d'emprisonnement et ou d'amende. Qu'il s'agisse des parents d'intention, de la gestatrice, de la femme qui accepte de porter l'enfant. Donc ça, c'est pour l'aspect strictement pénal. Et puis, il y a un autre risque, qui est le risque civil, celui-ci, puisque s'agissant d'une pratique interdite et qui concerne la filiation, le risque, c'est que le parquet prenne l'initiative de l'annulation de la filiation. Au terme du procès, la mère porteuse est condamnée à 1 an de prison avec sursis. Les couples ont eux été condamnés à une amende de 2 000 € avec sursis pour incitation à l'abandon d'enfants. Une peine qui peut choquer, mais qui, dans le droit actuel, semble logique, selon l'avocate. On est confronté à la situation de risque maximum où celle qui a porté, ne souhaitant pas investir le lien de filiation, se retrouve mère à son corps défendant et que les parents qui, eux, ont entendu faire cette démarche pour pallier à leur infertilité peuvent se retrouver à refuser d'accueillir l'enfant qui est né. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation tout à fait catastrophique, un écueil, et qu'on peut largement éviter sur notre territoire. Ce que demande Maître Boudjerada, c'est donc une évolution des lois sur la question de la GPA, afin d'éviter ces situations ubuesques. J'ai toujours soutenu que le défaut de légalisation, le défaut de cadre, le défaut de normes, ça faisait qu'on est dans un marché
sauvage. C'est-à-dire que tout ce que les intellectuels qui sont contre la question de la gestation pour autrui dénoncent comme étant la marchandisation du corps humain, eh bien sur notre territoire aujourd'hui, en raison de cette interdiction, eh bien on y est en plein. La marchandisation est sans limite, elle existe, elle est en cours, elle est à l'œuvre. La question de la marchandisation du corps de la femme est l'argument utilisé contre la légalisation de la gestation pour autrui. Les anti-GPA estiment en effet que les femmes pourraient être amenées à louer leur utérus pour gagner de l'argent, sans en avoir vraiment le choix ni l'envie. Les défenseurs de la GPA plaident eux depuis des années pour une réglementation du marché afin de définir des limites éthiques et lutter contre les dérives. Malgré ces questionnements, cette méthode de procréation se développe tout de même de plus en plus à travers le monde. Si elle permet à des couples hétérosexuels de réaliser leurs rêves, elle est aussi l'un des seuls moyens pour les couples homosexuels d'avoir un enfant biologique. Dans l'est de la France, nous rencontrons Loïc et Grégory. Ce couple est marié depuis bientôt 5 ans et père d'une petite Antonia, 3 ans et demi. Moi, je parle en anglais parce que ça fait partie de son histoire. Elle est née au Canada, sa mère porteuse était anglophone, on est toujours en contact avec elle et je pense qu'à un moment donné, si elle a le désir de vouloir lui poser des questions sans qu'on soit autour, ça peut être une bonne chose pour elle de pouvoir le faire en direct sans avoir à passer par son daddy ou son papa pour comprendre ce que la dame dit, quoi. Après leur rencontre, Loïc et Grégory ont très vite eu envie de fonder une famille. L'adoption aurait pu être une option. Mais pour un couple homosexuel, les délais d'attente sont très longs, certains pays leur refusant l'adoption. Alors, Loïc et Grégory se sont tournés vers la GPA. Pour les homosexuels, elle n'est autorisée qu'en Amérique du Nord. Le couple a choisi le Canada, un pays où le système leur paraissait plus éthique. Car pour commencer, ce ne sont pas eux qui ont choisi la mère porteuse. Il y a vraiment un choix mutuel, quoi. C'est pas « je veux ça et j'ai », quoi. On écrit à une mère porteuse potentielle, on lui explique notre projet, on lui explique qui on est, d'où on vient, nos familles, pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir un enfant, et puis on lui envoie ce courriel. Et puis, certaines vont vous répondre en vous disant « non ». Mais le mot final, c'est vraiment la mère porteuse qui dit, et c'est ce qui s'est passé avec Ashley, qui nous dit ça colle, voilà. Au Canada, la loi est stricte. Paradoxalement, c'est ce qui a plu à ce couple. Alors déjà, c'est extrêmement encadré et tout est judiciarisé. C'est nous ce qui nous paraissait très important parce que rien n'a été fait sous le manteau. Tout est clair, très très clair. Et ensuite, ce qui est important, mais c'est comme aux États-Unis, c'est que il y a ce fameux droit du sol qui fait que lorsqu'on est sur le territoire américain comme canadien, on a la nationalité du pays. Donc notre fille, effectivement, est née canadienne et ça lui donne des papiers et ça lui a permis ensuite de pouvoir rentrer en France en tant que canadienne, alors qu'effectivement, il y a des pays où il n'y a pas forcément ce droit du sol et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué ensuite. Le retour en France avec un passeport canadien. L'administration française n'a pas son mot à dire, à la différence de l'Ukraine. Mais cet encadrement, cette facilité, ont un prix. Je voudrais pas raconter une histoire qui pourrait être genre le conte de fées. Pour dire que le Canada c'est le conte de fées, nous on a une histoire assez particulière puisque vraiment notre mère porteuse Ashley a respecté stricto sensu la loi et le contrat. On était sur un maximum de 20 000 $, ce qui fait à peu près 15 000 €. Et elle nous a envoyé 2 500 $ de frais. Ils en ont parfaitement conscience, ils sont tombés sur une perle rare. Car la mère porteuse n'a pas demandé énormément d'argent, ce qui les conforte dans leur choix du Canada. On sait que c'est exceptionnel, la façon dont notre mère porteuse a choisi d'incarner cette fonction. Mais voilà, on est loin du cliché de ce fameux commerce que certains dénoncent. Mais une GPA au Canada, cela a tout de même un coût, car le couple n'a pas eu à payer que les 2 500 $ de la mère porteuse. Une GPA bien encadrée, ça coûte cher. À peu près entre 70 000 et 80 000 $. Tout compter, à la fois les déplacements, le fait de rester. De louer des appartements, de louer des voitures, frais médicaux, ouais c'est ça. Avocat et puis la mère porteuse.
Une somme conséquente, mais qu'ils avaient économisée depuis des années en se privant de certaines dépenses. Malgré cela, ils défendent le principe même de la GPA par la relation qu'ils ont eue avec Ashley, leur mère porteuse. On a vécu une grossesse, quoi, avec les stress d'une grossesse, des moments où il y avait des examens, on avait toujours peur qu'il y ait quelque chose au niveau du fœtus. Enfin, voilà, ça a été vraiment un accompagnement très très fort. Par exemple, l'annonce du sexe de l'enfant. La couleur qui n'explose pas vous indiquera le sexe du bébé. Vous êtes prêts ? C'est une fille. Jusqu'à cet accouchement qu'on a vécu en direct, puisque au Canada, c'est tellement entré dans les mœurs que voilà, on était dans la même salle d'accouchement, on a aidé à accoucher notre fille, puisqu'on avait chacun en tenir un pied, alors que Ashley était en train de pousser. Ensuite, on nous l'a remis, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, Ashley était dans la même pièce, nous on était à tenir l'enfant. Et on est resté avec Ashley, voilà. Ouais. Ashley n'a pas été évacuée, ça y est, maintenant qu'elle a donné l'enfant, c'est bon. Non, on est resté avec elle. Et puis ensuite, elle est partie se reposer. Et puis nous, on a été dans une autre chambre. Voilà. Qui était et pendant les quelques jours, au Canada, on est resté 48 heures. L'arrivée de leur fille Antonia au terme d'une aventure peu commune les a marqués davantage qu'une naissance classique. Ils ont vécu des moments très forts avec Ashley. Mais quels souvenirs conserve-t-il d'elle? Fait-elle partie de la famille? Est-elle devenue une amie? C'est pas une amie, c'est quelqu'un qui a construit, qui nous a permis de construire quelque chose. C'est pas la famille, c'est pas une amie, c'est quelqu'un qui compte énormément, mais j'arriverai pas à qualifier cette personne en fait. Loïc et Grégory ne parviennent pas à définir la relation qu'ils entretiennent avec leur mère porteuse. Une place difficile à définir pour celle qui a permis le miracle. Cela reste pourtant un élément fondamental des engagements qui sont pris dès le début de tout le programme de la GPA. Ces femmes qui acceptent de prêter leur corps pour un autre couple ne sont pas que des étrangères. Dans notre enquête, nous sommes tombés sur Sandrine, une Française habitant aux États-Unis. Elle gère une activité de coordinatrice entre des parents demandeurs et des mères porteuses. Un sujet qu'elle connaît bien, elle a même porté plusieurs bébés pour des Français. Une situation très claire dans son esprit. Alors, je dirais que ça va paraître assez brutal, mais j'ai pas de lien avec l'enfant pendant la grossesse. Le lien qui se fait et la relation qui se crée, elle est vraiment avec les parents d'intention. C'est avec eux qu'on parle régulièrement, qu'on fait des vidéos, qu'on échange. Le bébé, on le porte, mais moi, j'ai parlé au bébé que je portais en lui disant « Ah, tes parents ceci, tes parents cela ». Quand je me levais 3 fois la nuit ou 10 fois la nuit, c'était vivement que tu rencontres tes parents parce que j'ai besoin de dormir. On a forcément une relation avec cet enfant parce qu'on le porte et qu'on lui parle, mais moi je ne l'ai jamais considéré comme le mien, je savais que ça ne l'était pas. Moi je ne comprends pas les gens qui disent « Oh, je suis porteuse, donc je vais avoir une nouvelle famille ». Non, j'ai des nouveaux amis, j'ai créé une relation exceptionnelle, notamment avec les 2 papas pour qui j'ai porté. Je ne les considérerai jamais comme ma famille, leur enfant n'est pas de ma famille non plus. Selon Sandrine, si elle a accepté d'être mère porteuse, c'est tout simplement qu'elle adore la grossesse. J'aime être enceinte, donc j'ai pas eu cette mentalité américaine de dire je veux le faire pour rendre l'appareil ou parce que je suis religieuse ou quoi que ce soit. C'était vraiment une décision très égoïste entre guillemets au début. On n'est pas des anges, des femmes extraordinaires ou quoi que ce soit. On est des femmes qui aimons la grossesse, on sait ce qu'on veut et c'est vrai que je regarde en arrière et j'adore me rappeler de mes GPA, j'ai encore des photos de mes ultrasons, j'ai bien sûr des photos des enfants que j'ai portés puisque je reçois ça tous les ans et ça fait plaisir à voir, quoi. Et surtout, aux États-Unis, le statut de mère porteuse est très rémunérateur. La GPA aux États-Unis, elle n'est pas comparable déjà à la GPA qu'on voit en Ukraine ou en Inde ou tout ça. On parle d'une compensation pour une porteuse ou une gestatrice qui équivaut en gros à un an de son salaire. 25 000 jusqu'à 35 000 $, c'est une somme. Après, c'est une somme qui ne commence pas quand on commence les médicaments, qu'on signe un contrat, etc. C'est une somme qui commence vraiment en compensation de grossesse. Donc, au battement du cœur, elle est minime. À la première écho, elle est minime. Et elle démarre vraiment une fois qu'on est parti dans le second trimestre de grossesse. Mais pour pouvoir prétendre à cet argent, il faut se soumettre à une législation très stricte. On a ensuite un contrat, on a chacun notre avocat qui nous représente et on peut se permettre de faire les limites de ce qu'on veut. Moi, je me rappelle d'un détail presque débile quand on le voit de l'extérieur. J'avais rencontré un super couple qui m'a dit « Je t'interdis de boire du café pendant toute la grossesse ».
Moi, je suis désolée, mon expresso le matin, je peux pas m'en passer. Et on n'a pas matché pour ça, ce qui, aux yeux de plein de gens, pourrait paraître débile parce qu'on s'entendait très, très bien. Mais voilà, on a un contrat, on a des choses auxquelles on s'engage. Je pense que c'est important, justement, de mettre en avant cette structure juridique qui protège toutes les parties. Et pour celles qui ne seraient attirées que par l'argent, la liste des désagréments risque de vite les refroidir. On a un protocole de médicaments qui n'est pas évident. En France, on a besoin d'une intramusculaire. On est habitué à avoir une infirmière qui vient chez soi. On a le protocole pour être porteuse. Les piqûres, on se les fait soi-même. Donc, on a quand même des médicaments qui commencent entre 3 à 5 semaines avant l'implantation d'embryons, qui continuent jusqu'à la 12e semaine de grossesse. C'est pas un protocole qui est léger. On a en plus, bien sûr, toutes les visites médicales qui sont multipliées pendant le premier trimestre parce que c'est une FIV et donc il faut que ce soit beaucoup plus suivi. Pour mon couple homo, ce que je me rappellerai, c'est que tous les matins, ils me demandaient comment ça allait et qu'au dernier mois, je leur ai dit arrêtez de me demander parce que j'en peux plus, je dors plus, bébé trop gros, il allait au hockey toutes les nuits, je dors pas, enfin voilà. Et c'est vrai qu'avec eux, l'accouchement a été un peu particulier parce que j'ai eu une anesthésie qui n'a pas marché. Je suis restée 22 heures en travail et qu'après 22 heures, le gynéco m'a dit on va passer en césarienne parce que ton corps, il n'avance pas, quoi. J'avais quand même 42 ans, donc j'avais un peu la trouille de récupérer d'une césarienne. Et en fait, 40 heures après, j'étais sortie de l'hôpital et 2 semaines après, je reprenais toutes mes activités. Être mère porteuse, faire un enfant grâce à la médecine, aujourd'hui notre société a modifié notre regard sur la maternité. Gaëlle Garnalec-Lévy est journaliste. Elle a créé un site internet sur ses nouvelles parentalités. En tant que spécialiste de la question, son sentiment premier, c'est que l'intérêt de l'enfant doit toujours primer. La grande conclusion, c'est que finalement, si on se place du point de vue de l'intérêt de l'enfant et du point de vue du bon développement de l'enfant, ce qui compte pour cet enfant, ce n'est pas la composition familiale et la façon dont il a été conçu. Ça entre assez peu en ligne de compte. Ce qui compte, c'est la qualité des liens au sein de la famille et c'est le regard porté sur ces familles par la société. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que s'il y a de bonnes interactions au sein de ces familles, une bonne communication, si les liens fonctionnent bien entre les parents, les enfants, au sein de la famille élargie, si le regard de la société porté sur ces familles est plutôt bienveillant et pas trop stigmatisant, ce sont des enfants qui se développent bien, en tout cas qui ne se développent pas plus mal que les autres. La question est plus délicate pour les enfants qui ne connaissent pas leurs parents biologiques. Ils représentent moins de 0,2% des enfants nés des nouvelles techniques. Ce qui ressort aussi de cette étude, c'est que peut-être ce qui est le plus compliqué pour ces enfants-là, c'est quand c'est sur l'anonymat du donneur. On voit là qu'effectivement, c'est plus complexe pour ces enfants-là, qu'ils sont plus dans une quête de leurs origines et qu'ils ont plus de mal à négocier avec leur conception. Ça ressort. Pas de façon absolument flagrante, mais ça ressort. Selon un sondage de février 2018, 55% des Français sont favorables à la GPA. 58% sont favorables à la PMA. Ils sont 70% à penser qu'un couple homosexuel peut élever un enfant dans de bonnes conditions. Une large majorité en décalage avec la frilosité de certains hommes politiques. L'approche scientifique sur ces nouveaux modes de procréation aidés par la médecine pourrait permettre de faire avancer les débats sur la loi bioéthique qui se déroule actuellement.